Il y a d'abord ton roman L'affaire Échalier, on va y venir, chez Affit, et aussi fêter la sortie poche de L'affaire de Lille Barbe, dont vous voyez la couverture, qui sera chez Folio Policier le 5 avril, si je dis pas de Le bêtises. 4. Le Le 4. 4. Vous avez avancé d'un jour, bien joué. Mais quelle très très bonne nouvelle, vraiment. Et ma première question, elle va être là-dessus, et c'est pour ça que j'ai mis cette couverture-là pour commencer. Comment tu te sens depuis cette excellente nouvelle Folio Policier? C'est un peu comme un rêve qui va se réaliser. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Quand on écrit, le but, c'est de toucher le plus de lecteurs possible et on sait très bien que le format poche, c'est ce qui permet surtout, avec la crise ou autre, de toucher le plus de lecteurs et surtout une maison comme Gallimard, c'est une très grande maison, donc c'est rejoindre d'illustres prédécesseurs, voilà, et ça fait énormément plaisir, quoi. Ah oui, oui, moi j'ai hâte de l'avoir en main. Je l'aurai pour Quai du Polar. Je commence avec pour faire les Quais du Polar, donc je suis très content de cette aventure avec Folio, ouais, tout à fait. Et donc c'est le 4, et là tu l'as pas encore eu en main, du tout. Non, pas encore, pas encore. Est-ce qu'il y a un rituel quand tu reçois un de tes livres pour la première fois? Il y en a qui sentent les pages, il y en a qui... Est-ce que tu as un rituel comme ça quand tu reçois un nouveau livre? Je vérifie le code barre en fait. On sent... C'est arrivé une fois, donc avec mon téléphone, il y a une appli, je vérifie que ça retombe bien sur le bon bouquin. Il n'y a rien de pire, et c'est des choses qui arrivent parfois dans le milieu de l'édition, c'est qu'il y a une erreur de code barre, et donc tu vérifies. Mais bon, logiquement, le diffuseur-distributeur l'a fait auparavant. Mais non, tu vérifies, tu le feuillettes, tu le regardes. Donc là, je sais que c'est peut-être bête, mais la première chose que je vais faire, c'est de l'ouvrir, parce que sur les folios, j'en ai plusieurs. J'ai lu des copains, des classiques. Chez Folio, sur la première page, il y a ton nom, ton titre, et il y a écrit Gallimard. Et voilà, ça fait plaisir. Ça, Simplement. évidemment, ça fait plaisir. Je te propose qu'on parle de ce livre pour commencer. On va parler des deux, mais puisque c'est l'actu, je vais aussi vous montrer, parce que je l'adore, c'est la La couverture couverture originale. du grand format original. Je le disais chez Affit. Moi, ces couves, je les trouve incroyables. Et donc, pour les personnes qui préfèrent les grands formats, il existe aussi, évidemment. Et donc, choisissez ce qui vous tente le plus. Première question, elle va te renverser par son incroyable originalité. Je m'excuse d'avance. Le pitch, de quoi parle ce livre pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que tu vas nous expliquer ce soir? Alors pour faire très simple, on va partir d'un constat. Pour beaucoup de gens, les experts sont américains, dû aux séries, ce qu'on appelle le NCIS effect, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans les séries, on croit que c'est vrai. En fait, non, tout ce qui est expertise médico-légale, ce qui est les experts, en fait, c'est né particulièrement en France, à Lyon, et en même temps aussi à Turin. Il y avait deux écoles, l'école lyonnaise avec Alexandre Lacassagne, et l'école turinoise avec Cesare Lombroso. Et donc, en fait, c'est l'histoire de Lacassagne. En fait, Lacassagne, pour simplifier, ce que j'aime souvent à dire, c'est que c'est le géo trouve tout de la médecine légale. Avant Lacassagne, pour vraiment simplifier, une autopsie, c'était pour savoir de quoi était décédée une personne. Lacassagne a eu l'idée génialissime de dire oui, mais on peut peut-être, avec ça, trouver des preuves. Accuser une personne et le contraire aussi, disculper une personne, prouver que... Voilà. Et en fait, Lacassagne a trouvé des tas de choses au fur et à mesure, et c'est ce que je raconte dans ces livres. Donc je pars de véritables affaires historiques, je travaille avec les archives, et je romance au fur et à mesure. Et donc, dans celle-ci, on va découvrir un corps en 1880, enfin, un morceau de corps, une femme mutilée qui est repêchée à l'île Barbe. C'est pour ça que ça s'appelle l'affaire de l'île Barbe, tout simplement. Et on va chercher l'identité de cette femme et en même temps le meurtrier de cette femme. Et donc, c'est la première fois qu'une chose va apparaître dans la médecine légale moderne, c'est ce qu'on appelle le croisement des compétences. C'est-à-dire qu'au moment où on ne sait plus comment faire, où le policier ne peut plus investiguer, où le médecin légiste ne peut plus rien trouver, c'est faire intervenir d'autres personnes qui n'ont rien à voir, que ce soit avec la police ou la médecine légale, mais qui vont apporter une nouvelle expertise et qui vont permettre de découvrir l'affaire sur la vérité. Alors, pour qu'il y ait un côté romanesque, que ce ne soit pas un livre simplement d'histoire, j'ai créé un personnage qui, lui, n'a jamais existé, parce que la
90% des personnages qui sont dans le livre ont vraiment existé. Même Jacob et Morin, ces deux policiers plus que corrompus, ils ont véritablement existé, ils étaient véritablement corrompus comme ils le sont dans le livre. En revanche, Ange Clément Huin, lui, n'a jamais existé, il est né de mon imagination. Et en fait, pourquoi j'ai pris ce personnage? Tout simplement parce qu'Alexandre Lacassagne, dans toutes les théories qu'il avait, il avait ce qu'on appelait la théorie du bouillon criminel. La théorie du bouillon criminel, c'était que vous prenez une personne saine, vous la mettez au milieu d'une bande de gangsters pour survivre et devenir un gangster. Vous la retirez de cette bande de gangsters, vous la mettez dans un milieu normal, elle va le faire acte de rédemption. Elle va reprendre une vie normale. Et je me suis dit, pourquoi Lacassagne n'aurait jamais tenté l'expérience grandeur nature? Et donc, il va croiser un Apache, ces voyous de l'époque, plus ou moins, certains étaient véritablement anarchistes, d'autres étaient simplement des criminels. Et ça me permet d'avoir aussi un autre langage. Plutôt que d'être tout simplement tout le temps dans le médical, ça me permet de vulgariser. C'est-à-dire que quand c'est trop compliqué, quand il faudrait vraiment être issu de la médecine légale ou de la médecine ou de l'investigation criminelle, Lacassagne va expliquer à son disciple avec des mots simples, où lui va faire comprendre à Lacassagne qu'il a compris avec un développement simple. Et donc, en fait, c'est simple, c'est tout simplement la technique Sherlock Holmes. Watson et Holmes. C'est vieux comme enfin pas comme le monde, c'est vieux comme les aventures de Sherlock Holmes, mais ça avait existé d'ailleurs auparavant dans d'autres romans, mais l'équipe avec le disciple, c'est extrêmement intéressant. Et puis j'avoue, j'ai une très grande faiblesse pour l'argot. Avoir un Apache, ça me permet de temps en temps de m'amuser avec certains dialogues. Chasser le naturel, hein? Et revient en bungalow. Ah, toujours. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de ton métier? Parce que c'est pas complètement un hasard que tu ailles chercher ce personnage historique. Alors maintenant, je suis plus que dans la formation, mais j'ai été sur le terrain pendant plus de 30 ans. Je suis thanatopracteur. Pour simplifier, je suis embaumeur. Voilà, embaumeur moderne. Mais je travaille dans le milieu de la thanatopraxie. Si tu devais aller, je sais pas si tu y vas d'ailleurs, dans les classes, expliquer ton métier à des plus jeunes, tu dirais que c'est quoi finalement la définition qu'il y a derrière le travail de l'embaumeur? C'est de préserver la dépouille humaine pour que les gens puissent se recueillir et en même temps un acte de prophylaxie puisque tu vas stopper tout ce qui est bactéries, toutes ces choses-là et donc assainir le corps, tout simplement. Pas besoin de rentrer dans tes grands détails. Et évidemment, alors je vais vous faire plaisir parce que vous me le demandez, évidemment, je ne peux pas m'en empêcher. Regardez cet homme et sa belle moustache. Eh bien, il n'est pas n'importe qui, on va beaucoup en parler ce soir. Il représente quoi pour toi? Parce que tu as un peu évoqué son parcours, qui il est dans le milieu, mais pour toi, spécifiquement, il représente quoi? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu aurais bien aimé discuter, j'imagine? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est une figure que tu as croisée pendant des études? C'est quoi? Alors, je l'ai légèrement croisé pendant mes études, comme tous les thanatopracteurs, puisqu'il y a, il y a l'histoire de la thanatopraxie, il y a un peu d'histoire de la médecine légale. Je l'ai croisé par la passion de l'anthropologie criminelle, et je le connaissais, on va être honnête, pas plus que ça. Non, j'avais quand même des bonnes bases sur Lacassagne. Sauf que de fouiller de plus en plus et d'approfondir vraiment, que ce soit dans les archives, dans ses écrits, dans toutes les choses qu'il a faites, au fur et à mesure, je découvre un homme qui était déjà passionné par sa profession, mais qui s'intéressait aussi à des tas d'autres choses que la médecine légale. Il s'intéressait vraiment à beaucoup de choses. Et puis c'était surtout un personnage aussi, on pourrait dire bizarre. Par exemple, Lacassagne, il avait une collection, un service d'assiettes, de plats ou autres, qui avait été fait spécialement pour lui, et dessus, il n'y avait que des tatouages de condamnés à mort. Et Lacassagne était aussi un multi-collectionneur, il a plein de petites collections, et puis il avait parfois des choses bizarres. Un jour, il a officié sur le corps d'une jeune femme qu'il a trouvé que les mains étaient d'une très belle beauté, d'une beauté magnifique. Il a fait mouler ses mains pour faire un presse-papier d'un côté, un heurtoir de l'autre. Donc c'était aussi un personnage très bizarre, un érudit. C'était quelqu'un qui s'intéressait déjà à l'époque à ce qu'on va appeler des années plus tard le profilage, comprendre le criminel, c'est-à-dire qu'il correspondait, il allait voir des criminels en prison pour essayer de comprendre le process qu'ils avaient eu, ce qui les avait rendus meurtriers.
Et donc, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intéressant, qui Et avait des années et des années d'avance et sur un précurseur aussi, j'ai un l'impression. précurseur. Voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. Pas de souci, c'est pire, on joue à pyramide depuis tout à l'heure, c'est pas très grave. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Je suis au taquet. Et toi, spécifiquement, tu dis il s'intéressait lui à plein de choses, et toi aussi tu t'intéresses à plein de choses, mais notamment à lui. Pourquoi tu as décidé finalement, parce que on le voit, c'est une série qui commence, et moi je lui prédis un bel avenir. J'espère. J'espère vraiment en tout cas, parce que c'est... Enfin, vous allez comprendre ce soir, vous qui nous écoutez, mais pourquoi as-tu décidé de t'intéresser à lui dans ce cadre-là, de ces Alors, faut rendre livres, à de cette César ce série? qu'il y a à César. L'idée, elle est même pas de moi. Je devrais avoir honte, hein. L'idée, elle est pas de moi. En fait, si tu veux, euh, j'ai écrit quelques bouquins et j'avais déjà fait un roman historique. Ils étaient 20 et 100. Et j'avais pris un grand plaisir à fouiller dans les archives, à faire ce travail-là. Et en fait, je voulais retourner à l'historique. Et j'ai un ami, Nicolas Delestre, qui est le directeur de l'école à FIC, l'école où je travaille en tant que formateur, qui est aussi un gros lecteur et un bibliophile. Et puis j'en discute avec lui. J'hésite entre tel sujet et tel sujet. Et on discute du sujet. Au bout d'un moment, dans la conversation, il me dit pourquoi tu n'écris pas sur la Cassagne? Il me fait tu connais bien le sujet, on a des archives, on sait où trouver les pièces. Et il me fait ça correspond vraiment voilà, à ce qu'on fait, pourquoi pas. Et donc là, j'ai commencé, j'ai dit bah, ça peut être une idée intéressante. Je me suis couché le soir, le personnage d'Ange Clément est venu me chatouiller la nuit, et le lendemain, je l'appelais en disant ouais, ok, je fais la série. Et voilà, l'idée de départ n'est pas véritablement de moi, quoi. C'est Nicolas qui me l'a donné. Tu sais, parfois on me dit que la vraie bonne idée, c'est d'écouter la bonne idée de quelqu'un. Ah, mais Donc, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'écouter les autres. c'est ce que je me tue à dire tous les jeudis dans cette boîte. C'est incroyable. Découvrir la vérité par la science, on est un peu là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, ou deux ou trois, je te laisse faire ce que tu as envie, de techniques qu'on ne verrait peut-être pas aujourd'hui, dans les experts, en parlais ou ailleurs, sans le professeur Lacassagne? Est-ce que tu Bah, as la des première, c'est ce exemples? que j'ai parlé donc, dans le premier, dans l'affaire de Lilbert, c'est le croisement des compétences. Donc, c'est faire intervenir des personnes qui n'ont rien à voir avec la médecine légale et la police. Donc là, ça va être les premiers qui vont apparaître, ça va être un mouleur pour faire mouler des parties du corps. Ça va être un très grand photographe pour faire des photos du corps parce qu'il était déjà corrompu et on n'a pas les méthodes de conservation qu'on avait aujourd'hui. Donc on était obligé de garder des traces, et aussi un chimiste. Et puis dans le deuxième, dans l'affaire Échalier, bah, c'est lui tout simplement qui va découvrir ce qu'on appelle la balistique moderne, qu'une arme signe son crime. Avant lui, on ne savait pas. Voilà. Maintenant, c'est grâce à lui si on sait qu'une arme signe son crime. Et au fur et à mesure, comme ça, il va faire des tas de découvertes, alors, parfois peu intéressantes, parfois excessivement intéressantes. Et surtout, pour te dire à quel point il était précurseur, pour l'écriture du quatrième, enfin pour un des opus, puisque je travaille en avance et je fais mes recherches, parce qu'il y a un gros travail de recherche. Au moment de la foire universelle de 1889 à Paris, avec l'inauguration avec la Tour Eiffel, il y avait le professeur Brouardel, qui était aussi un grand médecin légiste, qui est un médecin légiste parisien, qui organisait un congrès international de médecine légale. Les grands médecins légistes étaient invités et chacun devait défendre une idée, quelque chose. Et on était à l'époque, bon, quelle heure il est, 21h34, il ne doit pas y avoir d'enfants derrière l'écran. On était à une époque où il y avait la blénorragie faisait des ravages dans la population, tuait beaucoup de gens. Et en fait, il y avait une rumeur, une légende urbaine qui courait que si on avait des rapports sexuels avec une petite fille vierge, on était guéri. Et donc, il y avait énormément de viols qui étaient commis à l'époque. Et donc, déjà à l'époque, les médecins légistes, bien sûr, examinaient la victime. Et Lacassagne a défendu comme projet qu'il serait peut-être bien qu'il y ait deux médecins. Qu'il y ait deux médecins qui soient présents, parce qu'on sait très bien que toutes les histoires ne sont pas vraies. Il y a aussi des parents qui s'étaient dit c'est le moyen de se faire de l'argent en faisant chanter un goncier, un bourgeois de l'époque, en l'accusant, et donc les gamines ont été habituées à mentir, et on pourrait nous accuser aussi d'attouchement, parce que nous sommes des hommes.
Et donc, pourquoi on serait pas deux? Et donc, les autres ont ri, on n'a pas besoin, on ne remettra jamais en doute la parole d'un médecin. Sauf que maintenant, bah ouais, quand vous avez des examens comme ça, ils sont filmés, il y a des témoins, il y a des tas de choses pour pas qu'il y ait d'histoire. La Cassagne, en 1889, l'avait déjà compris. Et en fait, quand tu te replonges dans ces archives, tu te rends compte qu'il y a les choses qui ont été faites, qui ont réussi à amener des preuves à l'époque, qui ont été déposées au tribunal, qui ont servi dans des affaires, dans des enquêtes. Et il y en a d'autres qui n'ont pas été prises et qui, des décennies plus tard, bah, sont rentrées monnaie courante. C'est pour ça que c'était véritablement un précurseur. Et il y a des choses où il s'est complètement trompé ou qui n'ont jamais vu le Pour jour l'instant, j'ai pas dans la encore pratique. trouvé. D'accord. Ok. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de choses parce que c'est pareil. C'était une époque où médecin légiste, c'était pas un grand métier pour certains. C'était pas une grande spécialité. De temps en temps, on la faisait quelques années, puis on arrêtait, ou voire même quelques mois, et puis chacun travaillait de façon différente, et quand on se retrouvait au tribunal, on n'avait pas le même rapport, c'était pas dans le même ordre, il manquait des prélèvements, il manquait des choses, il manquait ceci, il manquait cela. C'est lui aussi qui a eu l'idée de faire un protocole qui soit partout le même, qu'on soit à Lyon, qu'on soit au Havre, qu'on soit à Paris, qu'on soit n'importe où, et en Europe, puisque après ça s'est institutionnalisé au fur et à mesure, pour que justement il n'y ait plus tous ces soucis-là. Donc il a vraiment travaillé sur des tas de choses. Et d'ailleurs, quand on parle aujourd'hui de personnes qui sont hyper actives ou autres, Lacassagne était un grand médecin légiste. Lacassagne donnait des cours de médecine. Lacassagne a écrit plein de livres. Lacassagne allait s'entretenir avec des détenus. Lacassagne s'est intéressé aussi à l'univers du tatouage criminel. Il s'est intéressé à des tas de choses au fur et à mesure. On se demande parfois comment il a fait. Voilà, il peut juste. J'espère que je ne te dis pas de bêtises de mémoire, j'ai toujours un doute. Je crois que c'est 214 thèses où il a aidé 214 élèves à monter leur thèse. Donc, tu vois, c'est vraiment quelqu'un, et c'est lui qui a fondé aussi, certains connaissent peut-être les archives d'anthropologie criminelle, où il participait, où il écrivait des articles, il avait fait une revue européenne, où justement, chaque médecin légiste, quand il avait une affaire très particulière, bah, il en faisait un article pour que les autres soient tenus au courant. Tu vois, à l'époque, il avait inventé un peu le réseau social de la médecine légale, quoi, déjà. C'est impressionnant hein, quand on voit son parcours. Moi, j'ai un peu regardé ce qu'il a fait pour préparer ta venue. C'est vraiment impressionnant. Et alors, je me dis, tu vois, par exemple, le croisement des compétences dont tu parles, ce serait pas fou que les organisateurs de salons, ils fassent pareil, genre, tu vois, faire venir un wedding planner, ou, je sais pas, un architecte, ou voilà, pour voir un peu ce qu'il ferait quelqu'un qui gère le salon de l'auto. Et je me disais, lui, il a pensé à ça avant. avant. Ouais, non, mais c'est ça. C'est Et en incroyable. même temps, c'est une marque d'intelligence, mais aussi c'est montrer qu'on est humble. C'est dire je ne suis pas capable de tout, Mhm. d'autres ont des compétences que je n'ai pas, je vais les faire entrer en piste pour qu'ils m'aident et qu'on puisse résoudre quelque chose, quoi. Alors tu le disais, les affaires dont tu parles, notamment dans ce livre-là, dont on voit la couverture, l'affaire de l'île Mm. Barbe, c'est tiré de faits réels, en très très grande Oui. partie. Tu parlais de ce personnage qui a passé la nuit dans ta tête pour te permettre plein de choses. Est-ce qu'il y a une part de fiction dans ces enquêtes, donc dans la partie enquête, au-delà du personnage d'Ange Si tu Clément? retires Ange Clément, tout le reste, c'est vraiment issu. En fait, même pour faire les dialogues, quand Lacassagne parle, j'essaye d'être au plus proche de la Cassagne, puisque quand on peut fouiller, quand on apprend à fouiller, à chercher correctement dans les archives, dans toutes ces choses-là, on va retrouver les interrogatoires, on va retrouver les procès-verbaux, on va retrouver tous les rapports, et donc on a les questions qui sont parfois posées par la Cassagne, qui sont parfois posées par, donc on va croiser aussi un juge, Jean-Baptiste Vial, par Jean-Baptiste Vial, les questions des policiers. Toutes ces choses-là, on va les retrouver au fur et à mesure, et donc c'est ce que je vais me servir pour tout faire. Dès qu'Ange Clément entre en scène, sauf quand il discute avec la Cassagne, des affaires, quand il discute d'autres choses, bien sûr, il y a des choses, voilà. Là, on parle de Gros Louis, par exemple, dans celui-ci. Gros Louis, c'est pareil, il est issu de mon imagination, puisque la vie d'Ange Clément est fausse. Les seules choses qui sont vraies avec Ange Clément, c'est quand il va avoir des dialogues avec la Cassagne sur les affaires, qui vont servir à vulgariser, justement, toute la science, la médecine judiciaire, comme on disait à l'époque, de la Cassagne. Tu voulais que ce soit tout public et qu'il fallait ce Et, personnage pour vulgariser, c'était un bah, objectif de puis je ne voulais pas qu'il y ait avoir un quelque côté, chose de...
Je lis beaucoup. Je lis un peu de tout. J'aime beaucoup les livres historiques, mais je trouve qu'un livre historique, quand il va y avoir une façon de le raconter, par exemple, moi j'adore Isabelle Duquesnoy, qui raconte des grandes choses de l'histoire, mais justement avec une belle simplicité, quoi, avec des mots simples, et puis en mettant une petite part fictionnelle à l'intérieur, et c'est ce que j'apprécie plus dans le, dans le roman historique. Et donc, je voulais faire aussi la même chose, que ce soit accessible. Et puis, comme je te dis, je voulais ce côté romanesque, parce que je voulais qu'au fur et à mesure, on ait, quand, ce que j'espère, si la série prend vraiment et qu'elle continue, au fur et à mesure qu'il y ait des doubles enquêtes, si tu veux, qu'il y ait l'enquête réelle, l'affaire vraiment judiciaire où il s'est passé quelque chose, mais pour pas que ce soit répétitif pour le lecteur, il faut qu'Ange Clément il vive sa propre vie. Il faut qu'Ange Clément il soit une sorte de détective de l'époque, qu'il fasse des choses, qu'il lui arrive des péripéties pour justement qu'on... Faut pas que ce soit un simple roman historique où on apprenne juste des choses au fur et à mesure, on se dit ouais, c'était sympa parce que ça je connaissais pas du tout. Il faut, comme dans tout roman, il faut qu'on aime les personnages que l'on va croiser, qu'on s'y attache, qu'on les aime ou qu'on les déteste, quoi. Qu'on a envie de les prendre dans ses bras ou qu'on a envie de les gifler. Il faut qu'il y ait de la réaction. Donc c'est ce que permet de faire le romanesque avec un personnage fictif. Alors, tu parles aussi de ce professeur Lacassagne beaucoup. Est-ce qu'on connaît assez de choses sur sa vie privée pour le faire évoluer en tant que personnage? Ou est-ce que, dans tes recherches, finalement, tu es confronté presque uniquement à ce qu'il a fait pour... On connaît un peu de sa vie privée, et c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, qu'est-ce qu'on connaît de sa vie privée? Qu'il s'est marié, avec qui il s'est marié, les enfants qu'il a eus. Il a eu un fils qui a été très célèbre, qui est un des premiers grands dermatologues, Jean Lacassagne. Donc voilà, il n'y a pas de... On connaît sa vie privée, on sait où il habitait, on sait la façon qu'il avait, voilà, qui il fréquentait en société, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Quand je vais parler de sa vie privée, c'est de certains goûts qu'il avait, comme dans celui-ci, on parle qu'il a le vin Mariani, des publicités qui ont été faites, des choses comme ça. Mais le reste, c'est pas vraiment, à mes yeux, c'est pas vraiment intéressant, sa vie privée. Et d'ailleurs, le pauvre, vu la charge de travail qu'il avait et tout ce qu'il faisait, je pense que sa vie privée devait être réduite quand même au strict minimum. Et pour le faire évoluer en tant que personnage, tu te dis que ça pourrait coincer à un moment parce que... La Cassagne? Voilà, Ah parce que non, Ange Clément... j'ai sa Voilà, vie à la tu as Cassagne. sa vie, oui. J'ai sa vie jusqu'à, je sais comment il est mort, on sait comment il est mort, on sait ce qu'il a fait, et voilà, on sait ce qu'il a fait jusqu'à la fin de sa vie, et il a travaillé sur des tas d'affaires, des affaires totalement inconnues, mais des affaires extrêmement célèbres aussi. L'affaire de la Malagouffée, tout le monde en a entendu parler. Ricciotto peut-être un peu moins, mais le dépeceur qui était ce qu'on appelle maintenant un serial killer, un tueur en série de l'époque, l'affaire Joseph Vacher. Il y a l'assassinat de Sadi Carnot, le président de la République, qui avait eu lieu à Lyon par un anarchiste. Donc il y a vraiment beaucoup à dire autour de lui, et puis de ses passions qui étaient en dehors, où il arrivait à faire des choses. Donc c'est pas un souci, il y a vraiment de la matière. Et puis, même si un jour je tombais en panne du côté de Lacassagne, j'ai la chance extraordinaire qu'en 1900, Lacassagne va avoir un élève qui s'appelle Edmond Lecard, qui va créer le premier laboratoire de police scientifique à Lyon, parce que Lecard n'était pas, comme on pourrait le croire, un policier, c'était un médecin légiste lui aussi. C'était un médecin. Et donc, en fait, comme tout part de Lacassagne, après, il y a une évolution qui peut avoir lieu sans aucun souci grâce à Edmond Lecard. On sent que tu as un plan. J'aime cette idée. Ange Clément... Ange Clément, j'ai l'impression que c'est aussi une manière de faire quelque chose que tu aimes énormément quand tu écris. C'est la première personne du singulier, parce qu'on s'amuse beaucoup. Tu disais, il y a l'argot, ça, on le sent évidemment, l'amour du mot, que si vous aimez ça, c'est pas... parce que parfois ça fait peur, je sais pas si tu veux en dire un mot, mais parfois les gens se disent, ouh, il y a de l'argot, je comprendrai rien, je prends pas. On comprend tout, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi oui, puis là, il y en a très peu, c'est pas ce que je faisais avant. Voilà, il y en a très peu quand même. Ici, c'est beaucoup moins le cas. Et puis, il y a la première personne du singulier, et ça, je crois que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Je me trompe peut-être. Non, j'ai écrit... au moins 70% de ma production est à la première personne.
Là, voilà, je suis en train de travailler sur un autre texte totalement à part parce que faut jamais rester tout le temps dans la même chose pour pas se lasser. Entre deux, faut faire autre chose. Ou justement, j'essaye d'écrire, d'avoir plusieurs voix ou autre, et c'est très compliqué pour moi parce qu'en fait, je me rends compte que quand je dis je suis Anse Clément, j'ai été Requiem, j'ai été Gunther dans d'autres livres, j'ai été Luc Mandoline quand j'ai fait mon embaumeur. En fait, je suis totalement schizophrène, quoi. Il y a un moment, il va falloir que je consulte, je pense. Je crois que c'est vraiment le souci que je vais avoir. C'est, pour celui dont on parle ici, un livre très plaisant, instructif, tu en parlais un peu. Et d'ailleurs, il y a des annexes. Et moi, j'aime bien quand il y a des petits Voilà, ouais, bonus comme ça. alors, c'est un Tu peux livre nous en en dire un mot réalité de ces augmentée. Ouais. bonus? Alors, le grand format est encore plus en réalité augmentée que le poche. Le grand format, donc, il y a le roman, et le roman est illustré par Michel Monteiller, qui est un dessinateur de BD très connu. C'est lui qui a fait la trilogie du mal de Maxime Chatham, par exemple. Et à la fin, on a Amos Frappa, qui est docteur en histoire de la police, grand spécialiste de la Cassagne et de l'Ocar, qui fait une postface du roman, où lui, il reprend vraiment l'affaire et l'époque. Et là, on a des photos d'époque à l'intérieur, des photos d'origine. Dans le livre de poche, on va retrouver le roman, la postface. L'éditeur Poche n'a pas pris les dessins parce que pour lui, les réduire, c'est les perdre. Donc ça sert pas. Donc, mais puis c'est aussi tant mieux pour le lecteur. D'un côté, comme ça, il peut choisir s'il veut une version augmentée en grand format avec les dessins ou une simple version poche. Après, les deux textes sont les mêmes. Mais ça, c'est pareil, c'est une idée de Nicolas d'avoir Amos en postface. Et l'avantage pour moi d'Amos, c'est-à-dire que ça va être mon premier lecteur avant que ce soit mon assistant éditorial, qui lui va travailler, l'assistant éditorial va travailler sur le texte, parce que même si moi je suis aussi assistant éditorial, on ne peut pas être assistant éditorial de ses propres ouvrages. Tous les assistants éditos qui écrivent, ils ne travaillent pas sur leurs propres livres, parce que comme tout auteur, on a la tête dans le guidon, comme on dit vulgairement quand on écrit, et on ne se rend pas compte des défauts, des erreurs, des tas de choses comme ça. Donc moi, ma première lecture va avoir lieu avec Amos, qui lui va travailler sur tout ce qui est... Il va me donner aussi son avis sur le roman, parce qu'il lit pas mal de romans, mais lui, c'est surtout me dire, là, tu as fait une erreur. Ce qui m'arrive souvent, c'est les rues. Parce que les noms des rues ont changé, mais je lui fais quand même vérifier, comme c'est un spécialiste de l'histoire de la police et de la Cassagne, que j'ai pas commis d'erreur. Parce qu'il y a rien de pire que de faire un livre historique et de tomber sur la boulette, et c'est toujours le spécialiste qui va lire cette page-là. Voilà. Donc je fais très attention à ça, et après l'assistant édito, lui, va travailler. Voilà, il y a trop de répétitions, il y a trop de ceci, il y a cela, il faut réduire, il faut augmenter. Voilà, on travaille comme ça. Mais l'avantage d'avoir un historien derrière toi, c'est que au moins tu fais vraiment tout vérifier, et ça, c'est top. Ça n'a pas été compliqué de le convaincre. Amos, non, mais en plus on a un groupe d'amis, quoi, donc c'est assez. Ouais, non, il y a pas. Il était tout de suite partant. Et alors, OneLab, tu me fais une transition de rêve dans le chat, j'adore quand ça se passe comme ça. Si j'ai bien compris, il va y avoir plusieurs histoires à venir par la suite, mais même pas par la suite, c'est déjà le... Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'histoire aussi, finalement? De quoi parle cette deuxième affaire que tu as C'est tout simple, la Cassagne va être appelée dans un petit village près de Lyon qui s'appelle Saint-Romain-au-Mont-d'Or, parce qu'on a retrouvé le Claude Moiroux, le vannier, gravement blessé, pas mort, mais gravement blessé par arme à feu. Et donc la Cassagne va venir faire un examen, pendant que le juge et les policiers et les gendarmes vont interroger les gens du village. On va accuser un jeune homme, parce que le pauvre vieillard délire d'être le meurtrier, puis il va se passer quelques jours, et malheureusement, le père Saint-Romain, comme il est surnommé là-bas, va décéder. Et donc, on a eu une époque où, dans ces cas-là, le médecin légiste se déplace avec ce qu'on appelle des valises foraines, une valise foraine, donc c'est-à-dire qu'il a tous ses instruments pour faire une autopsie, et il va aller faire l'autopsie là-bas au domicile, et c'est là qu'il va comprendre, en disséquant le corps et en allant chercher les projectiles, qu'il y a quelque chose, et on va avoir tout le raisonnement de la Cassagne pour réussir à prouver qu'une arme signe son crime. Ça donne très 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 envie. Au passage, Copo demande si tu habites dans le Rhône.
Pas du tout. Nicolas Dolestre et Amos sont tous les deux des Lyonnais. Moi, je vis au Havre. Donc, je suis assez loin. Mais bon, le TGV est assez rapide pour aller sur les lieux, pour faire les recherches. Il y a toute une étape qui se passe sur place pour faire des repérages, aller chercher les pièces, aller prendre des notes et autres. Et puis après, je remonte chez moi et j'écris. Et puis si j'ai oublié quelque chose, j'ai Amos et Nicolas qui me dépannent et qui vont me chercher ce qui me manque quand j'ai Travail besoin. d'équipe. C'est l'avantage, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un véritable travail d'équipe, hein, parce que c'est Nicolas et Scand, qui est aussi un Lyonnais, qui ont travaillé pour avoir cette couverture et cet effet texture sur le papier. Ces deux scalpels, les fioritures qu'on est comme du livre ancien, qu'on travaillait sur la mise en page. C'est très intéressant la façon dont on a de travailler sur cette série, parce qu'on travaille vraiment en équipe. Là, par exemple, pour le troisième, moi, j'ai envoyé à Michel et je lui ai dit, toi, il y a cette scène-là, je voudrais que tu me l'illustres, parce que pour moi, elle est très importante. Je voudrais que ce soit celle-ci aussi qui soit illustrée. Et puis Amos, de son côté, quand il reprend, c'est pareil. Avec Nicolas, ils choisissent les bonnes photos qui vont se retrouver à la fin pour que ce soit vraiment intéressant. On essaye vraiment de faire... On est aussi en même temps des passionnés de beaux livres et des collectionneurs de livres, donc on veut faire du très beau livre. Et OneLab demande du coup si ce livre-là est plus sur la balistique. Tu avais l'air de Ah oui, dire ça celui-ci, dans il est le pitch. totalement sur la balistique moderne. Ouais. Retour du duo composé de Alexandre Lacassagne et de Ange-Clément Huin. Est-ce que tu savais depuis le début que ces personnages allaient te suivre un moment quand tu t'es lancé dans tout ça? Alors, au début, on s'est posé la question de savoir... Nicolas était parti sur un livre. Mais quand j'ai commencé à fouiller, je dis, un livre, c'est pas possible. Ou alors, on va vraiment survoler, ça va pas être assez intéressant. On en a parlé, et j'ai dit, je pense qu'une série, c'est plus intéressant. Quand c'est des grosses affaires et qu'on a apporté des choses extraordinaires, il n'y aura qu'une seule affaire dans le livre. Et puis il y a des moments où on va pas détailler toute une affaire s'il y a eu une toute petite découverte ou quelque chose de basique, mais comme il y avait beaucoup d'affaires criminelles et beaucoup de choses qui se passaient à Lyon, et puis comme je disais, on est à Lyon, berceau de l'anarchisme, de la fédération de l'Est. On avait tout le monde qui venait là-bas. Il y avait les attentats, il y avait les Apaches, il y a des tas de choses à raconter autour. On est quand même aussi au 19e siècle, où, comme je disais tout à l'heure, il y a la naissance de la Tour Eiffel. Il se passe tout un tas d'événements avec cette Troisième République légèrement branlante en France. Il y a tout ça. Donc, il y a plein de choses à raconter qui peuvent permettre de base et de tisser toute une armature autour des affaires criminelles pour tout assembler quand il y a besoin. Et puis, c'est comme... tout romancier, il y a des personnages, une fois que tu les as croisés, que tu as commencé à jouer avec eux, à discuter entre guillemets avec eux, dans ta tête, tu as du mal à t'en séparer. Quoi. Est-ce qu'il faut une base sur le contexte? Tu viens d'en parler un petit peu, pour pouvoir suivre, bien comprendre. Et ça peut faire peur aussi de dire, ok, on repart dans pas le du tout. fin Pour 19e. le lecteur, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est pareil. Comme d'un côté, pour la médecine légale, ça va être quand c'est trop compliqué. Quand j'ai besoin de vulgariser, ça va être une discussion entre Lacassagne et Ange Clément, ou entre le professeur Coutagne, parce qu'il y a d'autres professeurs de médecine, ou même parfois avec le gardien de la morgue, qui était aussi un personnage qui a vraiment existé, qui était vraiment un personnage aussi exceptionnel. Il va y avoir tout ça. Et quand j'ai besoin, pour expliquer quelque chose qui pourrait être compliqué dans le contexte historique de l'époque, ce sont les Apaches qui vont en parler entre eux. Et donc, qu'est-ce que vont faire les Apaches? Ils vont réduire au minimum. Ils vont parler, ce sont des gens du peuple. Alors, certains étaient érudits, puisqu'on avait des gens qui se cachaient, mais on avait des gens aussi qui n'avaient pas trop de culture, mais qui savaient parler et qui savaient se faire comprendre. Donc, ça permet d'amener les choses sans, justement, je veux pas être pompeux, je veux pas dire... étaler de la science, ça sert à rien, puis ça sert à rien de rentrer non plus dans le détail. C'est donner des choses intéressantes, quoi, des choses que les gens ont entendu parler, mais de dire, ah, ça s'est passé à ce moment-là. Ah, c'était à cette époque-là. Ah, c'est né comme ça. Voilà, tout simplement.
Et donc on parlait de cette époque, des recherches qu'il faut faire pour remonter le temps. Jamais de travail sur Google, demande Copo, dans toutes tes recherches. Alors oui, Google, ouais, Google, on peut trouver des tas de choses sur Google, hein. Il y a des historiens qui ont fait des thèses autour de la Cassagne. On peut trouver d'ailleurs des gens qui ont numérisé des pièces d'époque sur des sites d'historiens, sur des sites de collectionneurs. Sans être méchant, c'est Wikipédia qu'on va toujours éviter. Parce que le problème de Wikipédia, c'est que c'est participatif et voilà, on ne peut pas empêcher certains de participer non plus, quoi. Et donc, il y a beaucoup d'erreurs. Toutes les personnes qui font des recherches, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans l'histoire, hein. Même, moi, je suis aussi passionné par tout ce qui est faits divers et affaires criminelles. Si tu vas chercher des choses sur Wikipédia, tu as une chance sur deux de commettre une boulette. Il y a des choses vraies, hein, mais il y a beaucoup d'erreurs. Donc non, j'essaye un maximum d'aller... alors, donc tu peux, hein, puisque tu as aussi des archives qui sont numérisées, tu as juste à créer des comptes, à aller en ligne. Après, il faut faire le croisement. Puis il y a aussi des sites comme Retro News, où tu as toute la presse qui a été numérisée. Où là, tu peux aller chercher les articles d'époque. Et là, c'est pareil. Il faut vraiment... faut pas s'arrêter au premier journal qu'on va croiser, quoi. Faut en lire des dizaines pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, s'il se passe quelque chose, là, tout de suite, il se passe quelque chose au Havre, il y a un braquage, il y a un meurtre, il y a un attentat. Dans le quart d'heure qui suit, il y a un mec de CNews, une nana de BFM, une nana de France. Voilà, ils ont des correspondants partout qui sont capables d'être mobilisés. À l'époque, on n'a pas tout ça. On a très peu de moyens de communication, c'est la presse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le journaliste qui est juste à côté, qui a des contacts avec la police ou qui est sur la place, il va réussir à faire un article qui représente à peu près la réalité, parce qu'on ne va pas tout lui dire en plus, et il n'a pas tout vu. Mais au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de 10 km, de 20 km, de 100 km, de 500 km, c'est un journaliste qui va réécrire l'article d'un autre, qui a déjà réécrit l'article d'un autre, et qui a réécrit l'article d'un autre. Donc, il y a... Alors, c'est pas du tout pour ce livre-là, c'était pour autre chose. Il y a eu une grande affaire qui est assez connue, c'est l'affaire Mancheclou. Le type s'appelait Mancheclou, qui avait commis un acte ignoble. Alors, c'est impressionnant, parce que quand on est sur les lieux du drame, on a à peu près ce qui s'est passé. On fait 300 bornes, mais alors, c'est ignoble. Le mec a carrément... En fait, il a fait acte d'anthropophagie sur une gamine, mais dans le dernier journal, il l'a carrément cuisiné, quoi. Il a fait une recette avec, alors que c'est pas le cas, quoi. Au fur et à mesure, ils rajoutaient, ils mettaient à leur sauce. Et donc, en fait, dès qu'on va faire des recherches, alors on a toutes celles qui sont issues des jugements, des procès-verbaux, donc là, il n'y a pas de souci. On a juste à relire, à retranscrire, à reprendre ce qui nous intéresse. Mais dès qu'on va arriver dans la presse ou sur des sites de passionnés, va falloir faire des croisements pour vérifier qu'on nous dit bien toujours la même chose. Et si à un moment, ça se contredit, soit on n'en parle pas. Je pars du principe que si j'arrive pas à trouver la chose, je préfère pas en parler plutôt que de mettre une erreur, ou soit on va réussir à trouver en se renseignant, en fouillant, au fur et à mesure, on arrive... alors parfois c'est long, parfois c'est impressionnant, tu vas écrire 100 pages en très peu de temps, puis à un moment donné tu vas bloquer parce que tu avais noté sur ton... J'écris à la main. J'avais noté que quand je devais retranscrire, là, je devais faire une recherche et je vais passer 15 jours pour rechercher un truc parce que j'ai besoin de... Voilà. Donc, c'est ça qui, parfois, peut être embêtant. Et bonsoir Thibaut, au passage, une très très bonne question de Loquette, c'est vrai. Il ne semble pas y avoir beaucoup de femmes. Alors, est-ce que c'est l'époque? Est-ce que c'est... C'est l'époque. Qu'est-ce que tu en penses? C'est marrant, hein, c'est pas la première fois. Hein. Alors, on va être honnête, si je parle des femmes à l'époque, soit elles sont les femmes des bourgeois, on ne les voit pas. Elles sont à l'intérieur des domiciles. Et celles qu'on voit, malheureusement, c'est soit les commerçantes. Donc à Lyon, on va les croiser dans certains. Il y a les lavandières, puisque la morgue est d'ailleurs sur une plate, un ancien bateau lavoir, et la plupart sont prostituées. Donc il faut attendre, je crois que c'est dans le 3e, où on va croiser une femme importante pour l'époque. Et encore, on fait juste que la croiser, parce qu'à cette époque-là, elle fait juste un passage et elle revient bien plus tard pour justement la chose qu'elle va créer. En fait, non, à l'époque, malheureusement, il y a pas... Et la plupart des femmes qu'on va croiser dans les livres, ce sont les victimes.
C'est ce que Malheureusement, à Locke nous l'époque, dit. ouais, voilà, non, là, c'est pas du tout du sexisme ou de ma part. C'est que il y a pas de femme médecin. J'ai pas encore croisé de femme médecin. Il y a femme policier, c'est pas, il y a pas de femme juge. Il y a pas de, voilà, on est au 19e siècle. Hein, on est encore dans une société assez patriarcale. Et ce qu'on croise pas non plus, bah, c'est les smartphones et la technologie Ah non, moderne. non, non. Ça fait du bien quand on est Ouais, ouais. romancier d'écarter ce problème Alors, ça magistral fait qu'est du le bien de smartphone. l'écarter, mais comme tout romancier, je l'ai fait au minimum dans des nouvelles. C'est qu'il y a un moment, quand tu arrives à la fin, que tu sais plus comment faire, tu dis, attends, on va le localiser avec son portable, on va inventer une appli, son téléphone, il va borner, et je suis tranquille, c'est comme ça qu'ils l'ont chopé. Là, à l'époque, il n'y a pas. Donc là, il faut que tu te débrouilles avec les moyens du bord pour y arriver. Alors, j'ai écouté attentivement Gérard Collard, je le fais souvent, qui parlait de tes livres. Lui disait lisible à partir de 14-15 ans. Je sais pas si tu es d'accord ou pas, c'est une façon pour les plus jeunes d'en apprendre plus sur la médecine légale, Bah ouais, l'origine, parce que l'histoire. alors déjà, moi ça me pose pas problème parce que j'ai déjà eu en salon des parents qui me disent: «Ouais, ma fille elle est passée, elle m'a dit qu'elle voulait votre livre, c'est pas trop gore?» Alors non, c'est pas gore parce que, en fait, entre guillemets, on va être comme dans un Colombo. On arrive, le crime il a déjà eu lieu. Donc on n'a pas l'homicide en lui-même, l'acte de torture, de barbarie, tout dépendra des cas, les viols ou autres, on les croise pas. Ils ont déjà eu lieu. En plus, quand on voit ce que les gamins regardent sur internet ou les séries, qu'ils ont à la télé qui leur sont totalement accessibles, non et en plus, oui, ça peut là, faire naître une vocation, je sais pas, mais ceux qui ont certaines curiosités, parce qu'ils regardent les experts, toutes les NCIS, toutes ces séries-là, qui veulent vraiment s'intéresser à la chose, et ben voilà. Puis en plus, comme je me fais plaisir entre deux à passer les classiques de l'époque en littérature, ça les aidera. Et alors, je précise, livre pas très long, mais très dense. Oui, c'est assez fou parce que tu disais, faut pas s'attarder aux détails. C'est très précis. En même temps, il y a beaucoup de rythme. Je sais, parfois, je me dis, mais comment il fait pour la potion magique du romancier? Mais c'est pas une brique que vous allez avoir. Par contre, c'est très dense. Il y a plein de choses à Alors, apprendre. le premier est plus court, le deuxième est déjà un peu plus épais, Un peu et plus épais le troisième sera à peu près à sa vitesse de creuser. de croisière, ouais, qui sera dans les 200-250 pages à chaque fois. Voilà. Peut-être parfois 300, mais pas au-delà. Mais dans le premier, j'avais besoin de raconter l'histoire, de poser les personnages, mais je voulais surtout pas trop en dire sur Ange Clément. Ange Clément, on va découvrir au fur et à mesure qui il est vraiment. Parce que c'est un personnage à multifacettes que j'ai créé. Et donc, je voulais pas tout donner d'Ange Clément au fur et à mesure. Il y a des petits détails qui sont disposés ici et là, qu'on va recroiser dans les autres et qu'on va réussir au bout d'un moment à assembler le puzzle pour savoir qui il est vraiment. Et donc, dans le premier, bah, j'avais pas assez de matière et je suis pas. Alors, en un, j'aime pas, et en deux, je sais pas faire ce qu'on appelle parfois enfin, vulgairement tirer à la ligne. C'est-à-dire trop de description pour la description. Moi, déjà, quand je lis, il y a des moments, voilà, je suis pas fan. Après, il y en a qui le font très très bien, donc c'est pas une critique. Hein. Chacun a sa technique d'écriture, chacun a ses goûts en littérature. Mais moi, j'aime beaucoup les livres. Tu vois, je vais citer, je pourrais en citer plein parce que j'ai plein de copains auteurs, mais il y a un auteur que j'aime beaucoup pour ça, parce que c'est ce que j'appelle travailler au couteau. Plus on lit ses bouquins, plus bien que le dernier soit épais. Mais Ça plus commence il par dégraisse. J. Non, Marin Ledin Ah aussi. oui, oui, oui. Marin Ledin qui fait des. Et voilà, j'aime ces livres extrêmement courts où tout est condensé, mais alors c'est pas le seul, hein, il y en a plein. Après, il y en a d'autres qui rentrent dans le détail, et puis il y en a qui vont savoir travailler le détail un maximum, parce que tu vas te dire, ah ouais, c'était un pavé de 400 pages, 500 pages, de 600 pages, je ne l'ai pas vu passer. Mais parfois, tu vas en lire un et tu vas te rendre compte que l'éditeur ou quelqu'un lui a demandé de mettre beaucoup de détails, a demandé à l'auteur de mettre beaucoup de détails, et toi, tu vas te dire, ah, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Mais alors, par contre, tu vas en discuter, parce que moi, je discute beaucoup de lecture, que ce soit avec d'autres auteurs, avec des lecteurs, avec des tas de gens passionnés. Je sais qu'il y a des gens qui aiment, mais de toute façon, il en faut pour tous les goûts, parce que puisque j'ai écouté mon collègue juste avant, voilà. En France, la nouvelle, moi je fais des nouvelles pour Ska, mais on fait de la nouvelle vraiment pour s'amuser, parce qu'on sait qu'on n'est pratiquement pas lu, quoi. La nouvelle en France,
ne fonctionne pas quand c'est un Français qui l'a fait. Par contre, si Stephen King sort un recueil de nouvelles ou si on a un grand auteur étranger qui sort un recueil de nouvelles, ça fonctionne. Les seuls recueils de nouvelles qui fonctionnent vraiment en France sont les recueils de nouvelles caritatifs. Je le sais puisque j'ai édité Les Auteurs du Noir, et puis ça fonctionnait très bien quand on le faisait, et puis quand on voit par exemple Très à table ou tous les livres caritatifs, parce que les gens font en même temps une bonne action. Mais si on leur propose un recueil de nouvelles, surtout s'il y a un seul auteur, ça ne les intéresse pas. Quand il y a plusieurs auteurs, ça peut plaire, parce que justement, il y a leur auteur fétiche à l'intérieur, et puis en même temps, ils vont en découvrir d'autres. Mais voilà. Je vais lancer le recueil de la boîte caritatif. Pour nous-mêmes. Ou pas. Il y a combien d'affaires potentielles dans ta sacoche avec ce professeur Lacassagne? Mais mon pauvre ami, c'est un... il y en a plein. J'imagine. Il y en a plein, mais après, faut pas non plus étirer le concept à l'infini. Il y a un moment, je sais très bien qu'il faudra arrêter quand j'aurai fait le tour. Mais déjà, on ne pourra pas mettre toutes les affaires, parce que même s'il y a des affaires qui sont extrêmement intéressantes, puisque pour trouver les affaires, il faut lire tous les rapports. Donc mais parfois, on se dit c'est dommage, on ne peut pas en parler. Et comment tu choisis? Celle où il y a eu la plus grande découverte. Voilà, par exemple, pour l'affaire Échalier, j'avais 2 affaires. Il y avait 2 affaires qui sont tombées pratiquement en même temps, et il a fallu que je regarde les dates. Celle qui a été la première, l'autopsie qui a été faite en premier, pour savoir laquelle j'allais traiter. Et en plus, elle m'intéressait, puisque il y avait l'histoire, là je ne veux pas spolier, il y avait l'histoire de ce jeune qui est accusé, et puis de l'autre, que je n'avais pas dans la seconde. Sauf que dans la seconde, il y a quelque chose de vachement intéressant aussi. Donc, ce que je fais, là je vais te donner un scoop, dans le début du 3e, il y a une conversation au restaurant entre 2 personnages, où justement ils vont parler de l'affaire que j'ai pas pu traiter, juste pour donner ce détail qui pour moi est très intéressant. Parce que j'essaye quand je lis une affaire et que je peux pas la traiter, mais qu'il y a eu quelque chose de très intéressant, je me dis je m'en fous, je pourrais toujours faire une discussion à un moment donné, en reparler, et c'est ce que j'essaye de placer quand il y a quelque chose de vraiment très très intéressant, pour qu'on puisse, que le lecteur puisse savoir à quel moment ça a été fait, à quel moment ça a été inventé, quand est-ce que ça a été créé et pourquoi. Merci beaucoup Anita pour l'abonnement. Ça fait déjà 8 mois que tu es abonné à cette chaîne. Merci beaucoup, ça soutient tout ce qu'on fait. Je vous remercie aussi pour votre présence. Vous êtes très très nombreux à écouter notre ami Stanislas Petrowski ce soir. Alors je sais pas vous, mais en l'écoutant, moi je me dis, j'aimerais bien retrouver des personnages et ces histoires sur Netflix. T'en penses quoi? Ah, mais moi j'ai rien contre. Moi j'ai rien contre. Il n'y a pas de, il y a pas de Les problème. ingrédients sont là, j'ai l'impression. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Après, il faut être honnête, hein. Quand tu écris un bouquin, si tu veux vraiment être adapté, il faut que ça se déroule en France, et c'est mieux si ça se déroule où il n'y a pas trop de décors, donc que ce soit contemporain. Là, l'avantage qu'il y a, c'est que ça se déroule en France, mais au 19e siècle, donc il y a tout un travail de décor qui coûte cher. Et puis, avant d'intéresser un producteur ou une plateforme de type Netflix, Paramount ou peu importe laquelle, il faudra qu'il y ait au moins 4 épisodes, 4 opus qui soient publiés, parce que sur 1 ou 2, ils ne peuvent pas se faire à l'idée. Mais maintenant, je saute, voilà, si demain j'avais un appel, je sauterais plus de joie. J'ai déjà eu des appels, j'ai déjà eu des choses pour d'autres livres, d'autres personnages, et puis il n'y a rien eu derrière, Il n'y a rien eu derrière, donc voilà. Tu aimes qu'on te dise que tu écris des livres atypiques? C'est un compliment? Ah bah oui, déjà quand on regarde ce que j'ai écrit, que ce soit seul ou accompagné, parce que on a fait combien, 4 ou 5 livres ensemble avec Jérémy Bouquin, sous le pseudonyme de Boria Zavod. J'ai touché à... En fait, je suis un passionné de ces gens qu'on appelait les forçats de l'Underwood, ces auteurs des années 50 à 70, voire 80, qui étaient particulièrement au Fleuve Noir, dans la collection spéciale Police, dans la collection Anticipation, dans la collection Guerre, et qui étaient capables de changer de style sans cesse, Ils allaient écrire un roman noir très très dur, ils allaient écrire un livre humoristique, ils allaient écrire un roman de science-fiction, ils allaient écrire un livre érotique, ils allaient écrire un livre, une romance sentimentale.
Et j'ai voulu, alors j'ai changé souvent de pseudonyme justement pour pas emmener les lecteurs dans certains genres, mais c'est ce qui me fait, moi j'aime beaucoup surprendre justement. Moi, mon plus beau compliment, c'est des gens qui ont lu à peu près tout ce que j'ai fait. On avait commencé à le faire, c'est quand j'avais sorti Ils étaient 20 et 100. Puis c'est incroyable que vous soyez capable d'écrire ça. Pourquoi? Parce que ce que vous faites d'habitude, mais c'est aussi compliqué de écrire, hein. Quel que soit le bouquin, si à la fin il est abouti, c'est aussi compliqué à écrire qu'on on essaie de. Qu'est-ce que c'est que, enfin à mes yeux, pour moi, qu'est-ce que c'est que d'écrire si ce n'est de donner des émotions à ceux qui lisent? Quel que soit le genre littéraire, on va vouloir donner une émotion, on va vouloir donner quelque chose. On va vouloir faire pleurer, on va vouloir faire peur, on va vouloir donner du sentiment, on va vouloir donner la soif d'apprendre. Voilà, on va essayer d'emmener des gens dans un univers et qu'il y ait quelque chose. Il n'y a rien de pire qu'un livre qui te laisse tiède. Moi, je préfère détester un livre, mais savoir pourquoi, ou détester un film, mais savoir pourquoi, plutôt que de dire et de pas t'en rappeler. Pour savoir si un livre ou un film ou une série était pas bonne, c'est pas compliqué. On te dit tu as vu, tu as lu, tu as écouté, parce que ça peut être pareil en musique, ça. Dire oui, parce que le nom te dit quelque chose, et être incapable de te rappeler de quoi que ce soit. Ça veut dire que ça t'a pas marqué. Même si tu as détesté et que ça t'a marqué, c'est que l'auteur, le compositeur, le réalisateur a quand même réussi quelque chose derrière. Pas dans le bon sens, mais il a réussi quelque chose parce qu'il t'a choqué, il t'a marqué, et ça, Ne pour pas moi, c'est laisser très fort. indifférent. Il t'a pas laissé indifférent. Il n'y a rien de pire que. De toute façon, c'est partout pareil. Il n'y a rien de pire que de laisser quelqu'un indifférent. On est bien, ça n'arrive jamais ici d'ailleurs. Copo demande, va s'atteler à trouver tes livres parce que tu nous as convaincus. Si c'était pas déjà fait, c'était déjà fait en ce qui me concerne. Est-ce que tu as des salons bientôt? J'imagine qu'avec la sortie poche de... Ouais, Je vais vous remettre donc la couverture d'ailleurs au passage. je suis à Lyon pendant 3 jours pour les Quais du Polar. Je suis alors que j'essaye de les donner à peu près dans l'ordre. Au mois de mai, mais je me rappelle plus de la date. J'ai les Forges Obscures à Trie-de-Saint-Léger. J'ai toujours au mois de mai les Psychopathes du Polar dans l'ouest de la France. J'ai Polar à la plage, là pour une fois c'est à 200 mètres de chez moi, c'est génial, à la plage du Havre. J'ai Honfleur, j'ai la bibliothèque de Lyon où je dois aller aussi, et jusqu'au mois de juin, ouais, ça doit être. Et le salon historique de Saint-Cloud aussi. Et Donc on demande si tu viens en déjà pas mal. Belgique, Locat. Elle demande par exemple Iris Noir poche. Alors, Iris Noir, j'adore Iris Noir, hein. Moi, on m'invite, j'y vais, mais ça fait déjà 2 ans de suite que je le fais, et je sais que ce qui est normal, hein, les gars, Marco, Salvatore, ouais, voilà, ils ont besoin de renouveler le truc. Par contre, ils savent très bien que quand ils m'invitent, j'y vais de bon cœur. Puis la dernière fois, je leur ai même fait, voilà, on a fait un jeu et tout autour de la médecine légale et de la Cassagne. Ça a beaucoup plu. Moi, j'adore la Belgique, donc j'adore la cuisine belge et la bière belge. Et puis, faut dire aussi que si j'écris, c'est grâce à une personne belge. Ma marraine en écriture, c'est Nadine, mon fils, Ah oui, à qui j'avais présenté un texte et qui m'a dit: oh, tu vois, faut que tu écrives, faut que tu y ailles. Et c'est ma marraine, Nadine. ça m'étonne pas. Quand on vous lit tous les deux, il y a un truc. À part les salons, et tu en fais beaucoup, t'es beaucoup sur la route hein, quand même, est-ce que tu veux nous dire un mot de tes projets avant de conclure ton passage dans cette boîte par Bah, je minuit? fais Ça aussi, passe vite. j'essaye de faire aussi à Trie-de-Saint-Léger et puis à Farc-Saint-Hilaire. Il y aura une animation. J'essaye de donner justement aussi de faire quelques animations. Je fais un espèce de jeu de questions-réponses justement sur. Alors, pas qu'autour. Il y a beaucoup de la Cassagne à l'intérieur, mais il n'y a pas que lui. Autour de toutes ces fausses idées, ce qu'ils appellent le NCIS Effect. Donc, tout ce qu'on croit qui est vrai à cause des séries, parce que c'est très rigolo, et puis ça permet justement d'avoir le public. Bah non, au mois de septembre, il y aura la sortie du troisième opus. J'espère déjà qu'avec le poche, ça va super bien fonctionner. Ça me ferait plaisir. Et puis, j'essaierai entre deux de faire d'autres romans, parce que c'est une drogue, hein. Tu le sais, tu écris aussi. On est malheureux quand on n'écrit pas. On a besoin
de mettre ses idées sur le papier, ce que l'on ressent. Il y a tellement de sujets qu'on croise au fur et à mesure voilà. Alors, la drogue, On on verra. confirme dans le chat, c'est pour les gens qui écrivent. Je t'entends plus. Apparemment, ah, ça c'est compliqué. Est-ce que tu m'entends? Tu ne m'entends plus. Je meuble alors. Nadine, mon fils, avec sa très bonne Ah non, série de Magritte et Georgette. Oui. Est-ce que tu m'entends de nouveau? oui, c'est parce que Ah, j'ai Siri qui s'était mis en route et qui avait pris. il nous fait des blagues. Ouais. On demande quand même un exemple de fausses idées NCIS. Comme ça, on a un exemple pour terminer tout en légèreté. Quelle est une Par fausse exemple, idée, par exemple? le plus simple, c'est de croire que les experts sont américains, alors qui sont complètement français, et puis de croire qu'aujourd'hui ils sont passés devant nous, c'est faux, parce que par exemple, ce qu'on appelle le Blue Star, vous savez, ce produit qu'on va disperser, qui va faire une lumière bleue, on va voir toutes les traces de liquide physiologique, c'est français, c'est le docteur Bloomberg, et puis c'est drôle, c'est un Lyonnais. Comme quoi. Comme quoi, hein. C'est dingue, Lyon. Ouais, c'est Pas de ça. hasard. Lyon est le berceau de la. Il y a beaucoup de choses à Lyon, hein. À Lyon, donc, c'est le berceau de la médecine légale moderne, de l'anthropologie criminelle pour la France. C'est l'école de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or pour les commissaires de police. La police scientifique, le SNPS, est toujours basé à Lyon, et Interpol est aussi basé à Lyon. Je sais pas si tu as un mot à dire, mais si tu as, c'est avec plaisir. On le disait tout à l'heure, on a appris le décès de l'ancien ministre de la Culture et homme de télé, Frédéric Mitterrand. Je sais pas si ça t'inspire quelque chose, toi qui aimes aller dans l'histoire, ou pas spécialement. Mais il n'y a pas d'obligation du tout. On va en Joker, on va reparler dire juste père après. âme, donc on va pas remuer on va pas remuer la vase de ce personnage. Donc voilà. Juste passionnant, nous dit OneLab. Et puis je vais te laisser évidemment le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte qui était la tienne. J'espère que Et tu puis as c'est passé rigolo quand même de mettre un contenant dans la boîte, hein. Ah, Fallait oser. fallait oser, j'ose tout, mais on a passé un super moment en tout cas, sache-le. Moi aussi, déjà, je te remercie de l'invitation. Je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés et puis qui ont suivi. Voilà, si vous n'avez pas lu le grand format, le push arrive bientôt. Y a pas de, j'espère vous croiser en salon. Voilà. On Et espère puis, aussi. comme l'a dit mon collègue, hein, c'est pareil, ça peut vous paraître stupide, mais lisez. C'est vraiment bien de lire. On peut faire des grandes découvertes. Il y a des tas de bouquins, il y a des tas d'auteurs qui osent des nouveaux genres, des éditeurs qui osent. J'ai fait un clin d'œil et un coup de projo à un pote qui a sorti un livre et que je viens de lire. Il est là derrière. C'est Demain disparu. Parce que l'angoisse, on ne l'utilisait pratiquement plus en France. Fayard a osé retourner dedans, et David Coulon, voilà, tu l'as. Voilà, David Coulon alors déjà c'est un ami, puis juste avant avec Kintsugi, j'avais adoré, et là c'est vraiment aussi un auteur à suivre. Il y a des auteurs comme ça, il y a des tas d'auteurs, on n'a pas besoin de leur faire leur com, Olivier, Nicolas, Franck, Jacques, voilà, tout ça, les filles, c'est pareil, ils sont hyper connus, mais il y a des gens comme David, comme Jérémy Bouquin, comme Marc Falvo, qui méritent vraiment des grands coups de projecteur, parce qu'ils ont une production qui est différente de ce qu'on trouve actuellement et qui vaut le détour. Et David, qui nous dit David Coulon, extra. C'est pas lui-même, hein, je vous. Je ne croyais pas. Oh, il est tard, je dis des bêtises, mais merci en tout cas, et c'est tellement vrai. Soyez curieux, il se passe plein de choses, mais vous les entendez tous les uns après les autres, les unes après les autres aussi dans la boîte. David, il sera un de ces quatre avec nous. Là, tu vois, ça a l'air impressionnant comme ça. Tu parles d'un livre, je le sors, mais bon, c'est en fait parce que je viens de le recevoir. Mais j'ai hâte. Mais vraiment... on s'était pas Pas du tout. concerté Mais non, j'ai un million on de a livres parlé partout. livres la dernière fois qu'on s'est eu, mais Si je vous ne sais même pas voyez... si on a parlé de tout ici. Ah, Donc, si vous voyez mon bureau, c'est incroyable, il y a des livres partout. Mais voilà, tout ça pour vous dire,
bah, je valide 1000 fois ton mot de la fin. N'hésitez pas à être curieux, à Non, j'ai un lire. deuxième mot de la fin. Je Je t'en vais prie. reprendre une question qui a été posée tout à l'heure parce que j'ai donné un livre et maintenant j'aurais donné une BD, mais je vais donner une série. Et voilà, parce que j'aime beaucoup aussi, d'après mon boulot, c'est Lisez Rip de Gaël Monnier. C'est totalement fabuleux. Il n'y a pas que la BD belge, merde. Non, il y en a partout, enfin, ce serait triste. Il y en a partout, mais voilà. Il y en a partout. En tout cas, c'était un vrai plaisir de mettre le croque-mort dans la boîte. Voilà, merci. Tu m'as volé ma super transition de fin, mais c'est pas grave, je t'apprécie toujours autant. Plein de bonnes choses pour cette sortie poche qui arrive. Bah, merci. Pour les futurs tomes, bah, tu as dit septembre. On Ouais, va le évidemment prochain, pouvoir suivre ça sur tes réseaux sociaux. Vous voyez que le petit robot bah, vous envoie notamment sur Instagram, n'hésitez pas. On peut te retrouver un peu partout, avec de multiples casquettes, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, Voilà. bah, on avait l'auteur Stanislas Petrovski avec nous. C'était un vrai plaisir. Je te remercie pour ce temps passé ensemble, et puis à très bientôt sur les routes. À très dans les bientôt, salons. c'est moi.